Les océans, c'est aujourd'hui le premier espace de la mondialisation. 90% du commerce. Dans son discours sur les assises de la mer en novembre 2016, François Hollande met en avant l'importance des océans dans la mondialisation. Importance et chance pour la France d'avoir des espaces maritimes, car ils lui confèrent une place intéressante dans le monde. Posséder, contrôler des territoires océaniques est donc important. Mais en quoi la mondialisation actuelle fait-elle des espaces maritimes des territoires géostratégiques? La géostratégie étudie les implications politiques et derrière de situations géographiques qui passent par des rapports de force entre les différents acteurs. Dans ce monde globalisé d'aujourd'hui, mer et océans sont des territoires stratégiques aux enjeux importants dans 3 domaines: le commerce, la puissance et la gouvernance. Le commerce maritime ne cesse d'augmenter. Les tonnes de porc en lourd, qui désignent les quantités de poids qu'un navire peut transporter, augmentent et passent de 350 millions de tonnes en 1970 à 1200 millions de tonnes en 2009. Cette croissance est liée à une hausse du nombre de navires, une baisse des coûts du transport, une concurrence mondiale dans l'industrie et l'extraction de ressources naturelles, le tout dans le cadre de la mise en œuvre de politiques commerciales à l'échelle du monde. De là découlent 2 questions. Comment expliquer cette importance du commerce et quelles en sont les conséquences géographiques? Le commerce maritime mondial représente 90% du commerce international. En chiffres, ce sont 53 000 navires qui transportent 8 milliards de tonnes de marchandises. Ce commerce se fait via des routes maritimes qui irriguent l'ensemble de la planète. Elles sont les artères économiques du monde qui font escale dans les ports. Ces ports, comme Singapour ou Tanger Med, sont des hubs qui redistribuent les marchandises aux navires parcourant les mers du globe. Mais d'autres ont une fonction de terminal, comme les ports de Ningbo ou ceux du golfe de Guinée en Afrique. Ils servent simplement à exporter ou importer des marchandises sans chercher à les redistribuer. De nombreux territoires sont donc en relation avec le monde via les ports, qui permettent le transbordement de marchandises en vrac, comme le fer ou le blé, mais aussi en conteneurs. Ce conteneur a été inventé en 1956. C'est une boîte métallique de dimension normalisée, avec une longueur de 20 ou 40 pieds, et qui s'adapte à n'importe quel moyen de transport. Ces conteneurs sont transportés dans le monde par des porte-conteneurs de plus en plus grands. Ainsi, avec ses 400 mètres de long et ses 59 mètres de large, le Maersk Moller, qui appartient à la compagnie danoise Maersk, fait partie des plus gros porte-conteneurs au monde. La mise en relation des différents territoires à travers le monde par voie maritime a facilité les échanges commerciaux, mais aussi les délocalisations de certaines entreprises, comme par exemple le japonais Toyota. Toyota a implanté une partie de sa production de pièces automobiles dans 4 pays d'Asie: les Philippines, l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie. L'assemblage des véhicules demande de transporter les pièces d'un pays à l'autre, ce qui entraîne de nombreux échanges maritimes qui sont d'autant plus importants que la production de véhicules augmente. Ces échanges maritimes que l'on observe à l'échelle régionale se retrouvent aussi à l'échelle mondiale. Et dans les 2 cas, ce sont les façades maritimes qui sont mises en valeur et voient le développement de zones industrialo-portuaires. Ces échanges maritimes sont à l'origine du développement des littoraux qui attirent populations et activités économiques. En effet, ces territoires qui sont polarisés par les villes permettent d'accéder à la fois à un espace continental et à l'espace mondial, à l'image de la ville de Shanghai. Shanghai est une métropole chinoise de 23 millions d'habitants qui connaît des changements très importants depuis les années 1990, quand la Chine a commencé à s'ouvrir au monde. La ville de Shanghai fait le lien entre un arrière-pays accueillant des entreprises manufacturières et le reste du monde via plusieurs ports, dont le plus impressionnant est celui de Yangshan, situé en pleine mer à 15 km de la ville. La plus importante façade maritime se trouve en Asie, entre la Corée et Singapour, et se trouve être polarisée par de nombreuses agglomérations. La seconde façade maritime est en Amérique du Nord, de part et d'autre des États-Unis, tournée vers les océans Pacifique et Atlantique, et polarisée par les villes de Los Angeles et de New York. Quant à la troisième façade, elle est en Europe, centrée sur la rangée du Nord et le port de Rotterdam.
Les États utilisent les espaces maritimes comme des lieux d'affirmation de leur puissance, celle-ci pouvant être définie comme étant le moyen d'imposer sa volonté aux autres. Les navires de guerre sont un outil permettant d'affirmer et d'afficher cette puissance. Ainsi, les Japonais ont construit 2 porte-aéronefs de la classe Izumo. Ils permettent de transporter des hélicoptères de combat, mais aussi des soldats avec leur matériel. La puissance japonaise s'affiche sur les mers d'Asie de l'Est. Mais la Corée du Sud et la Chine voient dans ce type de navire un élément d'agression et se sentent menacés. Mais en dehors de ces matériels, comment la puissance s'exprime-t-elle dans les espaces maritimes ? L'affirmation de la puissance navale d'un pays passe d'abord par sa diplomatie. La diplomatie peut être définie comme étant la relation entre les États, relation qui s'articule ici autour de la puissance affichée par la marine de guerre. Cette diplomatie permet de montrer ses muscles, ses griffes, et donc sa force pour être crédible. Elle permet également de tisser des liens entre les États. Ces liens sont sous la forme d'entraînement en commun, mais aussi de vente de matériel naval. Cette puissance navale peut être mise en œuvre afin de permettre la liberté de navigation et de protéger les richesses qui attirent parfois des convoitises, notamment les pirates. La piraterie maritime sévit en plusieurs régions du monde, allant de la mer de Chine méridionale aux littoraux d'Amérique latine, en passant par le golfe de Guinée et le détroit de Malacca. Des missions militaires internationales comme Atalanta, menée par l'Union européenne, et Ocean Shield, menée par l'OTAN, permettent de lutter contre la piraterie dans le golfe d'Aden. La puissance maritime sert aussi à frapper la Terre pour y détruire des objectifs. À la fin de l'année 2015, la Russie a tiré des missiles de croisière en direction de la Syrie depuis des navires situés en mer Caspienne. Aujourd'hui, des bombardiers décollent des porte-avions américains et français situés dans l'est de la Méditerranée pour lutter aussi contre Daesh au Moyen-Orient. Mais l'espace maritime peut aussi être le lieu à partir duquel on porte secours aux populations en cas de besoin, notamment après une catastrophe. En 2010, le séisme a fait 300 000 victimes sur l'île d'Haïti. L'aéroport étant difficilement praticable et les routes inutilisables, les secours sont arrivés par la mer. Le matériel a été débarqué des navires pour porter secours et assistance aux populations. La puissance sert enfin à affirmer la souveraineté d'un pays sur un espace maritime tant les ressources peuvent y être importantes. C'est le cas des passages stratégiques qui permettent de bénéficier de rentes financières, à l'image du canal de Panama et du canal de Suez. Mais c'est aussi le cas pour les ressources contenues dans les espaces maritimes mêmes. Ces ressources sont alimentaires, énergétiques et minérales. Accéder à la mer est donc très important car source de développement, mais entraîne aussi des tensions quant au tracé des frontières. C'est le cas par exemple en Amérique latine, où un litige oppose le Pérou, le Chili et la Bolivie dans la question du tracé des frontières pour la possession et l'accès à l'espace maritime. La question des frontières maritimes, tracées parfois de façon unilatérale en Amérique, pose la question d'une gouvernance de ce territoire océanique qui couvre l'ensemble de la planète et qui est utilisé par tous ceux qui ont les moyens de naviguer. Aussi, une gouvernance mondiale des espaces maritimes est-elle envisageable ? En 1973, l'Organisation des Nations Unies met en place la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Son objectif est de définir un cadre juridique de l'utilisation de l'espace maritime. En 1982, la Convention de Montego Bay à la Jamaïque établit une série de limites définissant les droits des États sur le domaine maritime, notamment en délimitant la zone économique exclusive. La ZEE délimite un espace maritime sur une distance de 200 000 nautiques, soit 380 km depuis le rivage. L'État disposant de cette ZEE possède en propre l'ensemble des ressources naturelles présentes. La gouvernance de la mer est encadrée par plusieurs organismes. On peut en citer quelques-uns. L'Organisation maritime internationale, basée à Londres, qui réglemente la navigation et les normes de construction des navires. Le Bureau maritime international, quant à lui basé à Kuala Lumpur, est spécialisé dans les affaires de piraterie. Le Tribunal international du droit de la mer est implanté à Hambourg et sa mission est de faire respecter le droit international des espaces maritimes. En cas de litige entre deux pays, les protagonistes peuvent faire appel à la Cour permanente d'arbitrage installée à La Haye, aux Pays-Bas.
C'est elle, entre autres, qui a donné tort à la Chine dans l'affaire des îles Spratly en 2016. Mais cette gouvernance mondiale des espaces maritimes n'empêche pas les États de s'imposer. La Chine revendique ainsi une bonne partie de la mer de Chine méridionale pour protéger le commerce maritime international, mais aussi pour accéder aux hydrocarbures dans les fonds marins. Plus de 70% du commerce chinois passe par cette région. C'est donc pour le pays une artère vitale. Pour contrôler cette mer de Chine méridionale, la Chine s'impose face à des voisins plus petits et moins puissants. Elle aménage des îlots, y installe des soldats et affirme sa souveraineté sur cette mer. Parmi tous les îlots rocheux, l'archipel des Spratly devient un enjeu d'autant plus inquiétant que les États-Unis prônent une liberté de navigation dans la région, ce que la Chine conteste car elle estime que ces territoires maritimes lui appartiennent. Dans l'Arctique, le réchauffement climatique autorise une exploitation des ressources naturelles et libère une route maritime. Ces ressources sont des hydrocarbures, de l'or, des diamants, du minerai de fer, qui sont accessibles depuis l'océan. En effet, le réchauffement climatique libère progressivement une route maritime en été le long de la Sibérie, permettant de relier le Pacifique Nord à l'Atlantique Nord. Les avantages sont importants car le trajet est plus court, ce qui réduit le temps de navigation d'environ 2 semaines entre Shanghai et Rotterdam. À cela s'ajoute que cette route n'est pas touchée par la piraterie maritime. Pour ces raisons, les frontières maritimes qui ne posaient pas de problème dans ces espaces glacés opposent aujourd'hui la Russie à la Norvège, mais aussi la Russie à la communauté internationale. Russie et Norvège ont réussi à négocier le tracé d'une frontière maritime commune en mer de Barents pour accéder aux ressources halieutiques et aux hydrocarbures. Mais face à la communauté internationale, la Russie revendique toujours une souveraineté maritime en direction du pôle Nord. Et un sous-marin a même déposé en octobre 2007 un petit drapeau à l'emplacement du pôle Nord. On voit que les espaces maritimes sont source de richesse et de puissance à tel point que l'exercice de la gouvernance mondiale reste encore au bon vouloir des États. Les enjeux des espaces maritimes sont considérables et entraînent parfois des tensions entre les acteurs de cette mondialisation pour le contrôle des richesses, qu'elles soient sous la forme de ressources naturelles, de flux économiques ou de flux d'informations. Parler de mondialisation revient donc à parler de maritimisation du monde. Mais le monde entier n'y participe pas, car de nombreux territoires, n'ayant pas de façade maritime, se trouvent être à l'écart des flux de commerce et donc d'un développement potentiel. La mondialisation couvrant l'ensemble du monde, les océans restent le dernier endroit de la planète où les États peuvent encore planter leur drapeau, mais aussi se confronter les uns aux autres, voire s'affronter. Pourtant, tout est en train de changer depuis quelques années. Dans le cadre de la mondialisation et de la concurrence qu'elle implique, le commerce maritime international se contracte. À noter aussi la réalisation du projet chinois de nouvelles routes de la soie qui met en relation la Chine à l'Europe, mais cette fois-ci par le chemin de fer. Mais les espaces maritimes voient émerger de nouveaux enjeux du fait de la pollution, du réchauffement climatique et de la surexploitation des ressources. Les océans sont donc un monde nouveau, source d'enjeux collectifs qu'il va falloir apprendre à gérer ensemble dans le cadre d'un développement durable. Bref, l'avenir du monde est maritime et la particularité stratégique de ces espaces n'est pas prête de décliner.